Un vieil homme marche péniblement sur un chemin dans la forêt africaine, en direction de son village. Il porte sur son dos un fagot de bois. De temps en temps, il s'arrête pour reprendre son souffle, pose le fagot à terre. Oh! Mais quand j'étais jeune, je te portais avec allégresse. Homme d'âge mûr, sans aucun problème. Mais maintenant que mes forces m'ont abandonné, tu es pour moi un supplice. Pendant qu'il parle, il entend une voix. Écoute. Écoute-moi. Tu m'écoutes? Mais qui parle? Mais c'est moi, le fagot, là, à tes pieds. Qui d'autre veux-tu? Nous ne sommes que tous les deux, toi et moi. Oh, tu es un fagot qui parle. Ça m'arrive rarement. Mais dans certaines circonstances, je suis autorisée à le faire. Ouais, et que voulais-tu me dire? Écoute, c'est simple. Tu me portes depuis longtemps, j'ai entendu tes plaintes. Eh bien, à partir de maintenant, c'est toi qui vas monter sur mon dos et je te porterai. Oh, tu pourrais faire ça? Ben oui, puisque je te le propose. Stupéfait, le vieil homme voit le fagot se redresser, tenir debout, sur quelques branches qui s'agitent sous lui comme des jambes. Oh, mais tu tiens debout, tu marches. Mais je te l'ai dit, enfin. Allez, grimpe sur mon dos, dépêche-toi. Le vieil homme hésite. Finalement, il écarte les bras, s'accroche aux branches, pose ses pieds sur des aspérités. Tu es bien? Oui, je suis bien. Alors, on y va. Le fagot, lentement, pas à pas, avance. Oh, les branches craquent, mais l'ensemble tient bon. Le vieil homme pose sa joue sur les feuilles, ferme les yeux, sourit. Il se laisse bercer, emporté sur le dos de son arbre qui marche. Soudain, une inquiétude le traverse. Il ouvre les yeux. Il voit qu'il n'est plus sur le chemin qui mène à son village. Oh, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Nous ne sommes plus sur le chemin qui mène à mon village. Et pourquoi est-ce que j'irai à ton village? Et parce que c'est chez moi, c'est là qu'habite ma famille, c'est là qu'ils m'attendent avant que la nuit ne tombe, avant que les fauves ne sortent. J'ai peur des fauves. Ah, tu as peur des fauves? Mais tout le monde a peur des fauves. Et toi, tu n'en as pas peur? Moi, non. Je n'ai pas peur des fauves. Et de quoi tu as peur, alors? J'ai peur des hommes. Je sais bien ce que tu vas faire quand nous serons arrivés à ton village. Tu donneras mes feuilles à manger à tes chèvres. Tu me couperas en petits morceaux et tu me brûleras. Voilà ce dont les fagots ont peur. L'homme ne dit rien. Réfléchit ce que le fagot vient de lui dire.
Où m'emmènes-tu? Tu voulais aller chez toi? Je t'emmène chez moi, dans ma forêt, là où vit ma famille. Et quand nous serons arrivés dans ta forêt, tu me brûleras. Oh, quelle stupidité pour mettre le feu à tous les gens que je connais et que j'aime. Non, je t'abandonnerai dans la forêt. Et les fauves pourront faire de toi ce qu'ils voudront. Oh non, non, ne m'abandonne pas dans la forêt. Je t'en prie, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. J'ai peur des fauves. Sans doute, le fagot entend les supplications de l'homme. Il s'arrête. L'homme met pied à terre. Il descend aussi vite qu'il peut. Les pieds sur le sol, il regarde le fagot dans les yeux. Et le fagot le regarde avec ses yeux de bois. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Maintenant, tu vas me remettre sur ton dos et repartir vers ton village. La voix du fagot semble faiblir, s'éteindre. De toute façon, tu m'as coupé, tu m'as lié, je ne suis plus bon à rien. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu crois? Fais vite. L'homme remet le fagot sur son dos, ramasse son bâton, retrouve le chemin qui mène à son village. Il marche aussi vite qu'il peut. Il se demande s'il n'a pas dormi dans le fossé. Il marche. La nuit tombe. Tout autour, les fauves hurlent. Mais là-bas, une lueur, son village, sa famille. Vite! Dis, tu ne m'en veux pas? Dis, tu ne m'en veux pas trop? Mais le fagot reste silencieux. Elle n'appartient à aucune galaxie, ne tourne pas autour du Soleil. Elle vogue au gré de sa fantaisie, sans voile et sans amarre. On l'appelle l'île aux baleines volantes. Une légende raconte qu'elle est habitée par des petits personnages bien étranges, où ils mènent une vie paisible, où les jours se suivent et se ressemblent, sauf un. Ce jour-là, aux premières lueurs de l'aurore,
Ils embarquent dans de curieux petits navires semblables à des canoës. Chacun d'eux est surmonté d'un ballon, arrimé au bateau par des cordages. Ils larguent les amarres et partent à la pêche aux baleines volantes. Cette pêche n'a lieu qu'une fois par an. Une seule baleine sera tuée. Elle suffira amplement à nourrir tous les habitants pendant toute l'année à venir. La légende dit aussi que les baleines volantes sont des êtres doux, affectueux, qu'elles sont l'âme des habitants de la planète. Au retour de la pêche, ils font une grande fête magique. Tout le monde chante et danse en l'honneur de l'âme de la baleine capturée. Au milieu des réjouissances, un petit homme s'éloigne discrètement, sans se faire remarquer. Il marche longtemps, seul, en direction d'une faille qui traverse la planète de part en part. Arrivé à l'entrée de la faille, il se laisse glisser le long des parois et disparaît. Quelque temps plus tard, de l'autre côté de la planète, une baleine volante s'échappe de la faille. Elle s'envole dans la nuit noire de l'infini lointain de l'univers. Bravo. C'est dans les années 30 que Jacques Ionnet, auteur d'un unique ouvrage Rue des Maléfices, rencontre Cyril, horloger, venu d'Orient, installé rue d'Amboise, dans une minuscule échoppe de 3 mètres carrés. Oh, Cyril est un personnage haut en couleur des bas-fonds de Paris. Plus ou moins loqueteux, plus ou moins voleur, mystérieux, plus ou moins sorcier. Les gens du quartier disaient de lui, Cyril, c'est des choses que nous ne savons pas. De fait, Jacques Ionnet s'étonne des événements que Cyril dit avoir vécus, qu'il raconte avec la plus grande précision, et ces événements s'étendent du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e, un temps beaucoup plus long que le temps normal d'une vie. Dans ces années-là, Jacques Ionnet fait des recherches sur la ville de Paris. Il trouve dans les archives l'histoire que je vais vous raconter. En 1645, la ruelle d'Amboise menait du port aux Bûches sur les bords de la Seine jusqu'à la place Maubert. La Bièvre faisait à cet endroit un delta nauséabond, boueux, grouillant de tous les miséreux chassés de la cité de Paris. Des mendiants, des voleurs, des colporteurs, des serfs. C'est un temps de grande inquiétude. La couronne de Charles IX est menacée de toutes parts. Un temps incertain, chaotique, violent. C'est à ce moment qu'un horloger venu d'Orient vient s'installer dans la ruelle d'Amboise à l'emplacement exact de l'échoppe de Cyril. Il fabrique, vend, répare des mécanismes d'horlogerie précieux, rares
et donc cher. Ses clients sont de riches commerçants et des nobles. Il devient vite très riche, mais ne le montre pas. Des bohémiens viennent s'installer aux alentours du port aux bûches. Ils lisent l'avenir dans les yeux des enfants, dans leur boue du delta. L'église crie à la sorcellerie. Cet horloger se faisait appeler Oswald Biber. Biber, comme la bièvre. Et ce Biber et les bohémiens entretiennent des relations fort cordiales. Est-ce là la raison? On ne sait. Toujours est-il qu'une rumeur prend corps, enfle. Ce Biber détient des secrets interdits. C'est un sorcier. De fait, tout le monde peut remarquer que les clients les plus vieux, les plus riches de Biber rajeunissent. On finit par savoir que Biber fabrique pour eux des horloges très particulières. Elles n'ont pas pour objectif d'indiquer l'heure, ni les jours. Elles tournent à l'envers. Et la personne dont le nom est gravé sur le mécanisme de la machine voit son destin intimement lié à celui de cette machine. Ils parcourent leur vie à l'envers et puis ils rajeunissent. Ils se sont constitués en confrérie. Un jour, toute la confrérie arrive dans la boutique de Biber. À partir de maintenant, nous exigeons que ces machines, maîtres de nos vies, tournent à l'endroit. Nous avons été rajeunis. Nous ne voulons pas retomber dans cette enfance obscure. Pire, nous sommes obsédés par la date écrite, implacable, de notre mort. Oh, messieurs, je suis désolée, mais je ne peux rien faire pour vous. Estimez-vous heureux. Il y a longtemps que vous devriez être mort. Les hommes grognent. Mais toi, Biber, tu ne changes pas. Il semble que tu n'aies pas d'âge. Ah oui. Mon maître horloger a fabriqué pour moi une machine spéciale. Elle tourne un jour à l'endroit, un jour à l'envers. Eh bien voilà. Eh bien voilà la machine qu'il nous faut. Tu vas nous fabriquer une machine comme celle-là pour chacun de nous. Pardon. Je suis désolée. Je ne sais pas faire. Ce maître horloger m'a appris tout ce que je sais, mais il ne m'a pas livré tous ses secrets. Les hommes furieux retournent chez eux, se réunissent, se concertent. Ce Biber nous a menti. Il faut l'obliger à fabriquer cette machine pour nous. Une nuit, il retourne dans sa boutique. Biber n'est pas là. Il fouille partout. Chacun d'eux a la même idée dans la tête. S'approprier la machine de Biber pour la faire tourner pour lui tout seul. Ils se bagarrent. La machine de Biber explose sur le sol en 1000 morceaux. À l'instant même, toutes leurs horloges s'arrêtent et leur vie aussi. On a jeté
les corps dans un charnier dont la terre était réputée pourrir les corps en quelques jours. Quelque temps plus tard, Jacques Ionnet raconte cette histoire à Cyril. Est-ce que tu connais cette légende, la rue d'Amboise, la ruelle d'Amboise, là? À son grand étonnement, il voit Cyril blêmir et lui dit d'une voix cassée: « Ah, toi aussi tu sais cela. C'est donc beaucoup plus grave que ce que je pensais. » Dans son regard passe une ombre de détresse infinie, venue du fond des âges. Les gens du quartier avaient raison. Cyril savait des choses que nous ne savons pas. Des enfants jouent au ballon sur un terrain vague. Soudain, le ballon disparaît. Ils le cherchent partout, ne le trouvent pas. L'un d'eux crie: « Venez voir, venez voir !» Il a trouvé, derrière un buisson, un grand trou noir. Les enfants se rassemblent tout autour, en silence, comme pris de peur. De retour chez eux, ils racontent à leurs parents. Et tous les parents se mettent en route pour le terrain vague. À leur tour, ils font cercle autour du trou, en silence, comme pris de peur. Aucun d'eux n'ose descendre chercher le ballon. Finalement, ils entourent le terrain vague d'une palissade, mettent une pancarte: « Interdit de jouer sur ce terrain ». Parmi les parents, il y en a un, Monsieur Tsua, un peintre, venu d'Asie. Il est obsédé par cette histoire. Il a envie d'aller voir, lui, ce qu'il y a dans ce trou. Une nuit, sans rien dire à personne, il prend une corde, va sur le terrain vague, attache la corde à un arbre et commence à descendre. Il descend des heures durant. Là-dedans, il fait si noir qu'il ne voit absolument rien. Il fait froid. Un vent glacial souffle. Il s'accroche désespérément à sa corde. Descend. Descend. Quand enfin il pose les pieds à terre, il se retrouve dans une galerie souterraine dont il voit la sortie un petit peu plus loin. À son grand étonnement, il débouche sur une ville immense, creusée dans la roche, toute blanche, complètement en ruine. Partout, des débris, des gravats, des murs effondrés, des vitres brisées,
des portes enfoncées. Dans les rues, personne. Seul un grand silence oppressant règne sur la ville. Il erre dans les rues à la recherche d'un signe de vie. Il passe devant une maison encore debout. Il entre. Là, accroupie par terre, une femme sanglote, la tête dans ses genoux. Pour la rassurer, il pose les mains sur ses épaules. Elle hurle d'horreur. Je ne vous veux aucun mal, madame, ne craignez rien. Pour la calmer, il lui raconte comment il est venu, le terrain vague, la corde, le ballon. Mais dites-moi, ici, que s'est-il donc passé? Elle hésite. Ici, c'était il y a 2, peut-être 3 jours. Un soir, la nuit était tombée. Des chats sauvages sont sortis des galeries souterraines. Énormes! Des monstres, velus, griffus. Leurs cris stridents ont fait tomber les pierres, ont cassé les vitres, ils se sont jetés sur les habitants, ils ont détruit la ville entière. Je ne sais pas ce que les miens sont devenus. Moi, j'ai eu la vie sauve parce que je me suis cachée dans ce coffre, là. Je sais qu'ils vont revenir. Je le sais. Je les entends déjà. Monsieur Tsua a soif et faim. Elle lui propose de partager ce qui reste. En fouillant dans la maison, il trouve des feuilles de papier blanches, des crayons de couleur, de l'encre, un pinceau. Et sur les feuilles, il dessine des chats de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Il sort, il accroche ses feuilles partout où il peut, il en dessine d'autres sur les pans de mur, encore debout. Et quand il n'a plus une goutte d'encre, plus un crayon, il rentre. C'est le soir. Ils se cachent tous les deux dans le coffre, dont ils referment soigneusement le couvercle. Soudain, des hurlements stridents envahissent toute la ville. Des milliers de bêtes aux pattes griffues piétinent, il les entend. Leurs hurlements sont épouvantables. Et soudain, les chats dessinés sur les feuilles sortent, s'échappent de leurs feuilles et passent à l'attaque des monstres. Oh, la bataille a été épouvantable. Elle a duré toute la nuit, sanglante, sauvage. Au petit matin, les chats dessinés avaient gagné la partie. Les monstres à moitié éventrés, encore vivants, éborgnés, sont repartis dans les souterrains et ont disparu. Les chats dessinés, un à un, ont regagné leurs feuilles, sur lesquelles, un à un, chaque
dessin s'est effacé. Quand l'homme et la femme n'ont plus entendu qu'un grand silence, ils sont sortis. Oh, mais tu as sauvé ma ville. Ton art a sauvé ma ville. Tu es un héros. S'il te plaît, reste vivre ici avec moi. Oh ben non, ça je ne peux pas. Ma femme et mes enfants m'attendent là-haut. Mais je te promets que je reviendrai. Maintenant, accompagne-moi jusqu'à la corde. Je vais remonter. Elle l'accompagne. Il remonte. Oh, il ne sent plus le froid. Il n'a plus peur du noir. Il se sent fier et fort. J'ai sauvé une ville. Quand il débouche du trou, il n'y a plus de terrain vague. Partout se dressent des immeubles immenses autour de lui. Dans les rues de son quartier, des gens passent, indifférents. Il n'en connaît aucun. Il erre dans les rues à la recherche de sa maison. Il finit par la trouver. Mais sur la boîte aux lettres, il n'y a plus son nom. Il sonne. Ah, Monsieur Tsua, il n'y a personne de ce nom ici. Allez-vous-en. À ce moment, il entend un ricanement dans son dos. Il se retourne. C'est un très, très vieil homme, sec comme une racine. Oh, Monsieur Tsua, je me souviens. Oh oui, je me souviens. C'était il y a très, très longtemps. C'est moi qui tenais le ballon. Mais est-ce que vous savez où sont ma femme et mes enfants? D'un doigt tremblant, le vieillard lui indique la direction du cimetière, là-bas, de l'autre côté du pont. Monsieur Tsua court, traverse le pont, entre dans le cimetière. Il cherche sur les tombes les noms de sa femme et de ses enfants. Ils sont là, là. Partout de l'herbe folle a poussé. De désespoir, il se jette sur le sol, il arrache l'herbe à poignée. Aïe! Mais enfin! Mais qu'est-ce qui te prend de me tirer sur les cheveux comme ça? Mais tu es fou, tu me fais mal. C'est sa femme, à côté de lui, dans leur lit. C'était un rêve. On sonne à la porte. Maman, il y a quelqu'un? Pas de réponse. Il va dans la cuisine. Personne. Il va dans la salle de séjour. Personne. Il va ouvrir. Personne. Il regarde par-dessus la rambarde de l'escalier. Il rentre. Le téléphone sonne. Il décroche. Allô? Allô? Allô, mais enfin répondez!
Personne. Il court dans la salle de bain, allume la lumière, se regarde dans le miroir. Personne. Lucie est une petite fille, malicieuse, têtue, terriblement curieuse. Elle a donc horreur de tous les murs plus hauts qu'elle, qui l'empêchent de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Un jour, je m'en souviens très bien, elle est entrée par la grille branlante, rouillée, du vieux jardin oublié, empli de ronces et de branches cassées. Moi, je suis le grand chêne, quadricentenaire. C'est là que je vis. Mais je porte encore beau pour mon âge. Et je suis très fière de ma ramure pépiante de tous ces petits coquins à plumes. Je vis au fond du jardin, juste à côté de mon ami le puits, couvert de mousse et de silence. Je l'ai regardée s'avancer. Elle était haute comme 3 pommes, mais elle n'avait peur de rien, cette téméraire et minuscule gamine, ni des ronces, ni des lianes. Elle doit être grande maintenant. Elle a certainement tout oublié. Mais moi, je sais ce qui s'est passé. J'ai tout vu. Arrivée devant le puits, comme elle ne pouvait pas voir ce qu'il y avait de l'autre côté du mur, elle s'est agrippée aux lierres, elle a grimpé avec énergie. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que une fureur certaine ajoutée à un entêtement certain vous fait triompher des montagnes les plus hautes. Et bien voilà, elle y est arrivée. Assise à califourchon sur la margelle, les fesses bien calées sur un coussin de mousse, elle contemple autour d'elle le paysage comme une reine sur son trône. Je l'ai vue regarder l'eau noire du puits. Elle n'a rien vu, rien que du noir épais, absolu. Elle s'est penchée encore, et sans doute, sans le vouloir, juste pour voir ce qu'il y avait au-delà de tout ce noir, elle s'est laissée tomber dans le puits de l'eau. Même moi, le grand chêne, je ne suis jamais allée aussi loin. Remarquez, j'ai essayé. Un jour, en cachette du puits, j'ai poussé une de mes racines pour essayer d'aller goûter l'eau noire de mon ami le puits. Oh, attention, grand chêne, tout puissant. Hein? Tu sais bien que je suis le puits de l'oubli. Si tu bois de mon eau, tu perdras la mémoire.
tu ne pourras plus raconter des histoires. Bon, je me le suis tenu pour dit. Quand Lucie s'est réveillée, elle avait tout oublié. Le puits, sa chute, le jardin. Elle grandit, parcourt sa vie comme un kangourou, en sautant d'un caillou à un autre. Entre chaque caillou, il y a un trou noir qu'elle ignore superbement. Elle saute d'un lieu à un autre, sans y penser, sans s'attarder. Elle est jeune, leste. Elle peut enjamber l'univers sans même s'en rendre compte. Pendant longtemps, tout va bien. Sur chaque caillou, elle rencontre des gens passionnants, grimpe sur les montagnes, traverse les mers, rit de bonheur, sanglote devant son cœur en morceaux, le rafistole et repart explorer le monde. Un jour, elle arrive sur un caillou différent, tout petit, bizarre. Un seul habitant vit là, au fond d'un jardin, dans une cabane. Devant sa cabane, il y a un vieux puits couvert de mousse. Juste à côté, un grand chêne. Tu as l'intention de rester longtemps ici? Tu vois bien que c'est trop petit pour deux. Oh, pas de chance. Lucie est fatiguée de bourlinguer. Elle a envie de poser ses valises, sa tête pleine de bruit, là, tout de suite. Et puis, elle se sent comme chez elle dans ce jardin, irrésistiblement attirée par le puits. Elle est restée. Elle a entrepris d'amadouer le grincheux. Et il s'est amadoué. Il est même devenu curieux. Raconte-moi tous ces gens que tu as rencontrés, tous ces pays que tu as visités. Je veux tout savoir. Perplexe, elle s'aperçoit alors que sa vie est comme une toile tissée de brume, mouvante. Ici et là, un visage, un paysage. Mais ce visage, c'était qui? Et ce paysage, c'était où? Elle essaye de rassembler ses souvenirs, de les classer dans l'ordre du temps, mais il y a beaucoup plus de vide que de plein. Un jour, elle est assise, adossée contre le mur du puits. Elle entend « Viens, 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 je te dirai tout ce que tu veux savoir. » En ce temps-là, Lucie est toujours aussi curieuse, mais un peu moins courageuse. À vrai dire, elle a même un peu peur. Mais la curiosité est la plus forte. Elle grimpe sur la margelle du puits, regarde l'eau noire et se laisse tomber. Oh, moi, le grand chêne. Je la voyais revenir après chaque voyage avec un filet plein de bribes de temps, de morceaux d'événements, de regards qu'elle avait aimés, du bruit des pas qui l'avaient accompagnée, de rires, de sanglots, de fleurs, d'oiseaux. Elle accrochait tout ce petit monde sur sa toile de brume
avec une étiquette, parce qu'elle ne fait plus confiance à sa mémoire. Un jour, elle est revenue sans rien rapporter. Elle s'est sentie bizarre, comme un petit enfant abandonné qui a perdu la maison qui l'abritait. Pourtant, sa toile de brume est presque pleine, sauf un endroit, là, pas bien grand. Elle n'a rien trouvé à y mettre. Il est juste assez grand pour y passer la tête, ce qu'elle fait de temps en temps. Elle regarde de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle ne voit rien, que du noir. En ce temps-là, Lucie, maintenant une vieille dame aux cheveux blancs, pleine de rhumatisme, mais toujours aussi curieuse. Et ce vide-là, qui la nargue, ça l'énerve bougrement. Un jour, elle tente le tout pour le tout. Elle passe la tête, pousse, tire, écarte les bords, se penche encore et tombe de l'autre côté. L'unique habitant l'a trouvée morte et souriante au pied de sa toile de brume sur laquelle tout s'est effacé. Il l'a enterrée entre le puits et le chêne. Moi, le chêne, je lui ai fait un berceau de verdure. Le puits a appelé les grenouilles pour qu'elles viennent lui chanter un chant d'espoir le soir. Et moi, l'unique habitant, je suis partie visiter les mondes dont elle m'avait parlé. On raconte que les soirs de pleine lune, l'eau du puits devient claire, transparente. On peut y voir au fond une vieille dame qui raconte des histoires d'oubli et de mémoire.